Bien, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur le Zoom et en présentiel pour ce webinaire conférence qui associe donc le KJ et le CORECA. Nous sommes dans la salle 7 de la fac de droit et d'économie du campus universitaire de Guadeloupe. Je suis Fred Guénaud, je suis responsable du KJ, Pôle Guadeloupe du laboratoire caribéen de sciences sociales. Je suis en compagnie, comme d'habitude, de Julien Merguillon, qui est président du CORECA et membre du KJ. Alors aujourd'hui, nous inaugurons, disons, une formule originale. Nous remercions Eddie Compère, directeur du Centre culturel SONIS de Cap Excellence, et notre collègue Éric Labajotte, qui est maître de conférence en sciences politiques, spécialiste des questions culturelles, des politiques culturelles, mais également de la coopération régionale. Alors, nous les remercions d'avoir accepté notre invitation à échanger avec Lisa Gordon, notre invitée. Lisa Gordon, que je vais vous présenter dans un instant. Lisa Gordon, bonjour. Lisa, on se verra dans un petit moment. Bonjour. Lisa est trinidadienne. Elle est docteure en relations internationales de l'Université des West Indies. Elle a soutenu sa thèse en juin 2022 et a publié dans la foulée un ouvrage chez Routledge, un des éditeurs les plus prestigieux du moment. Le titre de l'ouvrage paru en anglais est International Trade and the Music Industry, Live Music Services from the Caribbean. Alors, je sais que mon anglais n'est pas trop défectueux. En français, ça donnerait commerce international et industrie de la musique live dans la Caraïbe. Alors, bon, je vous rassure, Lisa a publié en anglais, mais elle parle très bien français. Elle a fait une partie de ses études d'ailleurs en France. En 2010, elle a obtenu un master de commerce international et de langue étrangère appliquée à l'Université Lyon 2. Elle est également titulaire d'une maîtrise d'information et communication de l'Université de Grenoble. Donc, un beau parcours universitaire et un intérêt particulier pour les échanges économiques interrégionaux entre les territoires anglophones et les territoires francophones de la Caraïbe. Donc, c'est précisément un des points qui sera abordé avec elle. Nous allons d'abord revenir à l'ouvrage. Nous allons demander à Lisa, pour commencer, de nous préciser les raisons qui l'ont amené à écrire un ouvrage sur la musique live dans la Caraïbe. Peut-être aussi nous présenter le contenu de son ouvrage, les principaux aspects de sa recherche sur ces questions. Après son intervention, nous passerons la parole à Eddie et à Eric en échange avec Lisa, notamment sur les questions de coopération. Et donc, nous passerons ensuite la parole à la salle et aux participants du Zoom. Donc, Lisa, nous te remercions d'avoir accepté notre invitation. Sans tarder, sans transition, Lisa Gordon a la parole. Merci beaucoup, Monsieur Renaud. Bonjour à toutes et à tous. Mon intervention comprend d'une partie dont je parle un peu de moi et mon histoire personnelle concernant la musique live. Dans la deuxième partie, je vais expliquer mes motivations de mener une étude sur les échanges économiques de la musique live et de publier un ouvrage universitaire sur la matière. Dans la dernière partie, je vais vous donner un résumé du livre et j'espère dans la session questions-réponses du webinaire pouvoir partager avec vous ma vision de coopération entre les Antilles françaises et la Caraïbe pour faciliter le développement des échanges économiques culturels pour les deux régions. OK. Donc, je vais vous confier un secret sur moi. Je ne me sens pas à l'aise de parler auprès d'un public comme je fais actuellement. C'est parce que je suis à la base timide. Ma mère me taquine souvent en disant que je suis un peu ermite, plus à l'aise à la lecture et l'écriture. Pourtant, je suis bien la contradiction lorsqu'il s'agit de la musique live.
Ma passion pour la musique live me permet de vaincre ma timidité. Chez ma mère, cet aspect de ma nature n'est pas étonnant. Elle me dit souvent que lorsque j'étais bébé, j'ai prouvé mes compétences en musique live en babillant des chansons qui passaient par la radio. Mon amour pour la musique live progressait au cours de mon enfance. À l'école primaire, je chantais en tant que soliste au concert et puis lorsque j'avais 8 ans, je me suis inscrite au concours d'amateurs consacré aux enfants s'appelait 12 and Under. La traduction, les moins de 12 ans. À ce concours télévisé, je me suis classée 3e au préliminaire. Yay! Je ne me suis pas placée au final, malheureusement. En terminale, lorsque j'étais parmi les seules filles dans un collège de garçons, on m'a proposé d'être chanteuse dans la première édition du concert du collège. Je me souviens de ma chanson au concert. Il s'agissait d'un titre It's a Beautiful Life ou en français La vie est belle par le groupe suédois Ace of Base. Toute ma timidité lors de ma mise en spectacle disparaissait et puis en jugeant la réponse des spectateurs, il semblait que j'ai bien ambiancé le concert. Il est possible que ma mise en spectacle qui ambiançait les spectateurs était grâce à mes années de répétition au sous-sol de ma maison tout au long de mon adolescence. Au sous-sol, je me mettais la musique bien fort portant ma microphone et haut-parleur pour chanter en voix haute les chansons du groupe irlandais The Cranberries, le groupe house techno hollandais Two Unlimited, l'artiste britannique Jamiroquai et ma propre interprétation du Dingolé par The Mighty Shadow de Trinidad et Tobago. Certes, ces répétitions auraient dérangé mes voisins. Néanmoins, je continuais de faire ces répétitions ayant bon espoir de m'installer en Europe un jour pour suivre une carrière de chanteuse de la musique house techno comme le groupe Two Unlimited. Mais bon, vu d'où je suis aujourd'hui, on remarque qu'évidemment, ma carrière rêvée ne s'est pas matérialisée. Pourtant, ma carrière actuelle est bien adaptée pour moi, car j'adore la recherche et la rédaction. Alors, même avec ma transition entre adolescente et jeune adulte, ma passion pour la musique n'a jamais cessé. Ayant pris un repos de 2 ans suite à la fin de mes épreuves A-Levels, l'équivalence du bac, j'ai suivi un BTS en gestion du tourisme et je me suis remise dans la scène de la musique, mais cette fois-là, en tant que stagiaire à la commission de festival à la Dominique. Mes responsabilités étaient de donner le soutien logistique à la direction chargée d'organiser cet événement, The World Creole Music Festival. J'ai bien aimé ce stage. Mon expérience à la Dominique me laissait vraiment connaître la musique créole. À la Dominique, j'ai découvert pour la première fois la musique des Antilles françaises et la musique de l'Haïti, telle que la musique d'Orlan, Foukli, Karimi, Tivai, Sweet Mickey, Tabou Combo et Eric Rigal. Je me souviens des moments de bavarder avec la chanteuse célèbre dominicaine Lady Ophelia, qui travaillait au même bureau à l'époque. Elle m'a même offert un CD de son nouvel album à l'époque dont l'une des chansons était titrée Chanson d'amour. Et puis le directeur de la DFC, M. Jeffrey Brisbane, m'a présenté au chanteur dominicain du Grand Max, Jeff Joseph, qui lui a rendu une visite au bureau. Pendant mon séjour à la Dominique, je suis bientôt devenue amie avec une stagiaire martiniquaise en écologie qui, comme moi, faisait son stage au Centre national du développement de la Dominique, le NDC, et qui, comme moi, adorait la musique live. Avec elle et autres jeunes amis de la Dominique,
Je fréquentais les concerts et les soirées avec les artistes sur scène, tels que Michelle Anderson et son groupe, et autres artistes émergents. Mon amour pour la musique live continuait lorsque j'habitais en France pendant 7 ans. Lorsque je faisais mes études supérieures à la fac de Grenoble et plus tard à Lyon, j'étais chanteuse dans un groupe du funk soul. Je crois que l'un de mes compères de ce groupe a toujours une vidéo de moi pendant nos répétitions. De plus, je fréquentais plusieurs concerts, festivals et soirées de la musique live. À Lyon, je voyais pour la première fois en live Karimi et T-Vice dans une salle de concert, ainsi que Admiralty et Nicole dans une boîte de nuit entière au centre-ville. Pareil à Grenoble. Je me souviens de convaincre mes collègues métropolitains et maghrébins de la fac de faire une soirée en groupe dans une boîte de nuit africaine pour voir live un groupe ivoirien et on se sent bien amusé. Je vous raconte mes expériences personnelles pour qu'on comprenne la genèse de mon intérêt dans la musique live. Alors, possiblement, vous vous interrogez sur cette question. Pourquoi j'ai combiné la musique live et les échanges économiques en tant que sujet de thèse dont j'ai commencé en 2015 et plus tard en tant que sujet de livre universitaire? Parce que j'ai bien vu qu'on avait un besoin absolu de ce genre d'études. Et puis, permettez-moi de m'écarter un peu du sujet, mais je me sentais vraiment encouragée lorsque j'ai vu le chanteur britannique Elton John faisait un appel pour plus de recherche et la récolte de données de la musique live. Mais bon, je reviens au sujet original. J'ai commencé mes recherches doctorales en 2015 et puis plus tard, j'ai écrit ce livre sur les échanges internationaux en musique live caribéenne parce que je remarquais la nécessité d'aborder ce sujet. Il y a 16 ans, un accord économique interrégional a été signé entre le CARICOM, CARIFORUM et l'Union européenne, s'appelle l'accord de partenariat économique. L'accord a été signé pour faciliter les échanges des biens et des services entre les régions. Compris dans cet accord étaient les échanges des services divertissement tels que la musique live, et puis, pour que ces échanges soient développés, un protocole s'appelle le protocole pour la coopération culturelle était intégré dans cet accord. L'objectif principal de ce protocole est encourager des activités à but non lucratif qui favorisent les échanges économiques des services culturels entre l'Union européenne et le CARICOM, CARIFORUM. Pourtant, depuis la formalisation de l'accord de partenariat économique signé en 2008 par les pays de l'Union européenne et le CARICOM, CARIFORUM, et depuis l'intégration d'un protocole pour la coopération culturelle dans cet accord, les échanges économiques de la musique live entre les Antilles françaises, qui font partie de l'Europe, et la Caraïbe anglophone restent toujours peu développés. Je voulais rechercher pourquoi. Je m'interrogeais sur les facteurs possibles qui opposaient les échanges économiques des services culturels entre l'Europe, compris les Antilles françaises, et la Caraïbe anglophone indépendante. Est-ce qu'il s'agit des différences géopolitiques, géographiques ou technologiques? Ou bien, est-ce qu'il s'agit des problèmes culturels, comme les différences de langue ou les différences en tendance de consommation ou des divergences juridiques, spécifiquement vis-à-vis de la gestion des droits d'auteur?
Donc, afin de pouvoir mieux comprendre pour quelles raisons les échanges économiques en musique live entre l'Europe et spécifiquement les Antilles françaises et la Caraïbe anglophone restaient peu développés, j'ai décidé de mener une étude scientifique sur la matière. Ainsi, j'ai conçu un cadre théorique et une méthodologie empirique pour découvrir quels facteurs avaient des effets robustes sur les échanges économiques de la musique live entre les Antilles françaises et les pays indépendants anglophones des Caraïbes. De plus, autre raison qui m'a motivé de mener des études et plus tard publier un livre sur les échanges internationaux de la musique live des Caraïbes, malgré ma timidité, était ma foi en mes compétences requises de pouvoir réaliser ces deux projets. J'ai raisonné que mes habiletés multilingues en anglais, français et espagnol, ainsi que mon master en commerce international, langue étrangère appliquée de l'Université Lyon 2, m'ont fait qualifier de mener une étude ou susciter des discussions autour de l'impact de la consommation, la technologie, la facilitation des échanges, le système juridique, les différentes linguistiques, ainsi que les facteurs géographiques et géopolitiques sur les échanges sud-sud et nord-sud de la musique caribéenne. Je pensais que mes compétences combinées en commerce international et langue étrangère importantes afin de mener une étude détaillée qui aurait exigé que le chercheur ait maîtrisé la langue officielle du pays où l'étude soit réalisée. Une telle maîtrise aurait permis aux chercheurs de lire des rapports financiers, des journaux, des publications universitaires, des codes parlementaires et législatifs pour avoir des connaissances profondes du contexte socio-économique du pays. La maîtrise des langues aurait été nécessaire pour se réunir avec des cadres qui aient travaillé dans le développement des échanges interrégionaux. La maîtrise de langue aurait été également importante pour sonder les acteurs dans la musique. D'ailleurs, j'ai raisonné que la maîtrise de langue officielle du pays d'accueil aurait été importante pour sensibiliser les publics concernés sur les objectifs de mon étude afin qu'il ait eu confiance en moi pour se faire sonder. Donc, il aurait fallu surmonter ma timidité, me faire interviewer par les médias et interviewer dans les conférences universitaires, intervenir dans les conférences universitaires et des tables rondes organisées par les centres de coopération en utilisant la langue officielle du pays. C'est précisément ce que j'ai fait. Je suis intervenue dans la conférence Caribbean Week, je pense que vous saviez bien, organisée par le Conseil régional en 2019. Je suis également intervenue à l'Université de Rennes en 2008 et je me suis fait interviewer par des médias guadeloupéens. Je participais aussi dans les webinaires et les tables rondes organisées par l'association de coopération telle que la CORECA. De plus, ma prise de décision de mener une étude sur les échanges internationaux de la musique live de la Caraïbe était inspirée par la qualité de classe internationale de la musique caribéenne, ce qui est incarné par les mises en spectacle de Bob Marley de la Jamaïque, la Kassav de la Guadeloupe, Rihanna de la Barbade, la chanteuse du Broadway Heather Headley de Trinidad et Tobago et le Mighty Sparrow de Trinidad et Tobago. Aussi, le fait que les musiciens du style band de notre région font des tours en Europe et en Amérique du Nord donne la preuve de la richesse de talent de la Caraïbe. Ainsi,
avec tels exemples du talent incroyable en musique live de notre région, vous pourriez maintenant comprendre pourquoi je me préoccupe de trouver des moyens de faire développer les échanges internationaux de la musique live caribéenne, les Antilles françaises incluses. Mon profond engagement en faveur du développement des échanges internationaux de la musique live caribéenne est aussi motivé par mon envie de soutenir l'esprit d'entreprise dans les jeunes communautés urbaines et ruraux de la Caraïbe, qui sont fortement impliqués dans l'industrie de la musique. Certes, plusieurs diraient que ce sont souvent les jeunes Caribéennes marginalisés qui sont les novateurs musicaux. La musique style band, le reggae et le hip-hop, et en parenthèse, le hip-hop a ses origines dans les jeunes communautés caribéennes de New York, ainsi que le dancehall sont tous des genres musicaux conçus par les jeunes communautés caribéennes ou le diaspora au nord. Néanmoins, malgré le talent incontournable de la Caraïbe, la réalité est que plusieurs artistes émergents et autres acteurs dans la musique ne réussissent pas de percer les marchés intra-régionaux et extra-régionaux du Sud et du Nord. Et permettez-moi de m'écarter un peu du sujet, mais dans mon livre, je discute les problèmes pour les artistes franco-antillaises de percer les marchés en hexagone, possiblement dû aux considérations de race et d'ethnicité. Mais pour pouvoir revenir au sujet, le but de mon livre International Trade and the Music Industry, Live Music Services from the Caribbean, est contribuer aux discussions actuelles qui interrogent les pourquoi et le comment le problème de marché chez les artistes émergents caribéens existe et proposer des nouvelles voies d'études pour explorer quels sont les facteurs qui ont des effets sur ces échanges de musique live caribéenne. Le livre présente aussi un modèle de recherche scientifique aux décideurs qui cherchent des moyens innovateurs pour la récolte de données empiriques sur les échanges de la musique live des données. Des données qui tristement sont souvent manquantes à cause de plusieurs raisons, ce qui sont énumérées dans mon livre. Pourtant, l'accès à ces données sont primordiales pour la mise en œuvre des bonnes politiques pour le développement des industries culturelles comme la musique live. En ce qui concerne comment ce livre fomente des discussions sur les nouvelles voies d'études sur les échanges de la musique live caribéenne, il est fait par l'utilisation d'une approche interdisciplinaire. Dans ce livre, on trouve des thèmes tels que, numéro 1, une analyse comparative de la commercialisation de la musique populaire live de la Corée du Sud, autrement dit K-pop ou K-pop, peut-être en français, et la musique live de la Caraïbe. Numéro 2, un examen des effets que les accords économiques et les priorités diplomatiques divergentes sur les échanges interrégionaux de la musique live entre l'Europe, les Antilles françaises inclus, et les pays indépendants de la Caraïbe. Numéro 3, le rapport entre la diplomatie soft power et les échanges internationaux de la musique live entre le Nord et le Sud. Numéro 4, l'importance d'explorer comment les sujets de race et d'ethnicité affectent les échanges intra-régionaux et extra-régionaux de la musique live entre le Nord et le Sud. Numéro 5, l'emploi de la technologie pour le développement des échanges internationaux de la musique live entre le Nord et le Sud. Numéro 6, la proposition d'un modèle d'une méthodologie empirique pour la mener des études en échanges internationaux de la musique live.
Numéro 7, des recommandations pour franchir les barrières de langue afin de développer les échanges internationaux de la musique live caribéenne, antillaise, dans les marchés du Sud et du Nord. Et numéro 8, une proposition pour l'harmonisation des systèmes juridiques divergents entre les Antilles françaises et la Caraïbe anglophone afin de faciliter les libres échanges de la musique live. Le livre, même s'il s'agit d'un livre évalué par des universitaires internationaux, est une lecture bien agréable et facile pour tout public. Lorsque j'écrivais ce livre, je voulais employer un style d'écriture qui rendait sa lecture plaisante et relativement courte. Et donc, si vous avez plus d'informations comment acheter, vous pouvez me contacter. Et à ce stade-là, mon discours est terminé et je vous remercie pour votre attention. Merci donc, Lisa, pour cette présentation. Alors, très rapidement, hein, je crois qu'à partir de son parcours et de son expérience personnelle, elle a bien mis en évidence les problématiques et les difficultés pour un réel échange, mais surtout, je crois, c'est la question fondamentale de la légitimité, de la reconnaissance même de la créativité dans notre région qui est posée. Et pour poursuivre le débat à ce niveau, nous avons deux invités que je vais présenter très rapidement. Eddie Compère, qui a une belle expérience dans le management de la musique live, qui était au niveau de CASSAV, qui a participé à la mise en place du fameux Festival Terre de Blues à Marie-Galante, qui est aujourd'hui donc directeur de l'établissement culturel SONIS. Alors, Eddie, quand tu entends tout cela aujourd'hui, par rapport à ton expérience sur ces questions de créativité, sur ces questions d'échange, quel est ton point de vue? Alors, je voudrais déjà remercier Lisa Gordon pour l'excellent travail qui a été produit et la nécessité justement de se pencher sur cette problématique de l'échange entre nous, nos cultures et le monde, et même l'échange interrégional. Cette problématique se pose depuis des années, et cette problématique aussi met en lumière, à mon avis, deux circuits qu'il faudrait emprunter. Comment se placer au niveau de la sphère privée en matière d'économie culturelle, et comment se placer aussi dans la sphère publique en matière d'action. Donc, ces deux éléments, à mon avis, n'est pas essentiel pour comprendre le marché et pour comprendre les freins et pour comprendre aussi quelles seront les voies à prendre pour outrepasser ces difficultés et franchir les barrières qui nous entourent, nous, la Caraïbe, à travers notre culture. La première chose que je dois dire, que notre culture est essentielle dans la sphère mondiale. Notre culture influence énormément, on parle de musique, la musique mondiale. On retrouve dans nos signatures musicales, beaucoup de nos signatures se retrouvent aux États-Unis, se retrouvent en Afrique et se retrouvent aussi en Europe. Un exemple concret, la kizomba, c'est la petite fille du zouk. Oui. Et qui se retrouvent dans les pays lusophones d'Afrique. On retrouve maintenant, parmi beaucoup d'artistes de pop aux États-Unis, cette signature rythmique que nous avons, c'est-à-dire le petit bois, le tac, 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 on le retrouve aujourd'hui dans cette signature. Donc, ce qui veut dire que nous parlons déjà au monde. Par contre, nous ne savons pas que nous parlons déjà au monde en matière de musique live. Et je reviendrai sur un élément que Madame Gordon a cité, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est une adéquation entre une politique publique de vouloir procéder à l'expansion d'une culture coréenne, accoler et ajuster
à une politique privée. Et ça a donné cette puissance du K-pop qui a pris naissance en Corée du Sud et qui s'exporte au niveau mondial. Prenons l'exemple de Cuba, qui est dans la Caraïbe. Cuba a mis l'accent sur une politique publique d'expansion artistique et musicale avec une formation sur le territoire. Après, nos artistes cubains, quand vous êtes à un excellent niveau, vous pouvez partir à l'extérieur et ça a donné la puissance qu'a donné la salsa en Europe et aux États-Unis. Donc, je crois qu'il faut aller chercher dans notre économie comment positionner ces deux éléments-là. Merci. Donc, bon, on va revenir sur ces questions-là. Je vais me retourner vers Eric. Alors, Eric, j'écoutais hier Celia Cruz qui chantait 2 chansons en créole. Elle chantait Choukoun en créole et elle chantait aussi la deuxième, j'oublie, enfin, 2 chansons, Tessaïna, qui a d'ailleurs été repris par Mighty Sparrow. Alors, est-ce que quand on regarde les choses de ce point de vue, il n'y avait pas dans les années 50-60 une plus grande, je veux dire, cohésion, une plus grande plus grand échange dans ce monde musical, dans ce monde du live qu'aujourd'hui? Eh bien, moi, c'est la question essentielle pour moi. Nous sommes à la recherche d'une coopération. Nous sommes à la recherche des échanges, alors que cette coopération et ces échanges ont existé auparavant. Donc, il faut précisément retourner à cette période-là pour voir que nous avons baigné dans une espèce d'ambiance où nous étions tous ensemble. Quand j'observe la presse des années 1910 jusqu'à 1950, on parle en permanence de la Caraïbe. Il n'y a pas une réunion qui se tienne pour qu'on ne soit pas au courant de ce qui se passe. Quand on trouve des enregistrements, et paradoxalement, on va les trouver en Europe et aux États-Unis, on voit la richesse de nos artistes. Quand on tourne les boutons des postes de radio, ce qu'on faisait à l'époque, on baigne dans les musiques régionales. Moi, j'ai grandi en écoutant Sparrow. Harry Belafonte, c'était pour nous quelque chose de tellement extraordinaire que les coiffeurs avaient créé une coupe qu'ils appelaient la coupe à la Belafonte. Et tout le monde a dans ça. Donc, on baignait dans cette histoire-là. Je ne parle même pas des aventures humaines dans ce monde où des gens passaient d'un pays et à l'autre pour construire des choses. L'orchestre jeunesse en Guadeloupe est construit par des gens de la République dominicaine, d'origine dominicaine, qui vont apporter la tambora, entre autres, et le merengue dans notre musique. Je suis obligé de saluer Paul Émile Alliard et les frères Baudin dans cette histoire-là. Donc, on avait cette espèce de réunion. Pourquoi ça a disparu? Ou pourquoi ça s'est affaibli? Qu'est-ce qui a changé? Voilà les questions que je me pose pour qu'on trouve un peu le chemin. Maintenant, s'agissant du chemin à trouver, il me semble qu'on a distingué deux choses. On a distingué le parcours des musiques et des musiciens de la musique live de l'industrie de cette musique-là. Les instruments qu'il y a à créer pour cette industrie-là. Une industrie qui, globalement, dans le monde, est contrôlée par un certain nombre de majors. Mais ça, on va revenir sur ces questions un peu plus tard. Voilà les premières remarques que je formule, tout en saluant le travail que Lisa a fait. Rassembler les données, faire des enquêtes empiriques, c'est de l'information
que l'on apporte pour qu'on puisse sortir du discours convenu pour chercher des solutions pratiques. Voilà. Alors, Lisa, par rapport à ces deux interventions rapides, là, est-ce que tu as une première réaction? Alors, je vais, en fait, comment dire, réfléchir sur la question posée par M. Nabojot. Nabajot. Nabojot. Je m'excuse, Nabojot. En ce qui concerne pourquoi auparavant, il y avait plus une ouverture pour les différents styles de musique ou pour être touché par plusieurs influences. Et alors, maintenant, il y a justement une espèce de disparition de ce type de coopération et d'ouverture d'esprit et de collaboration. Mais c'est une bonne question. Et c'est une bonne question qui demande plus de recherche. Peut-être il est possiblement parce que la configuration diplomatique du monde ne permet pas justement ces mouvements entre les îles caribéennes comme auparavant. Ça peut être un facteur. Il y a d'autres facteurs aussi. Peut-être ça peut être un facteur en termes de la technologie. Là, maintenant, peut-être non, c'est juste une hypothèse, hein, parce que on ne sait jamais. Mais peut-être à cause de la technologie, les personnes qui sont intéressées par un certain style ou même un genre de musique a l'option de se centrer de ce genre grâce à la technologie. Donc, ce type de personnes, des individus, ne sont pas ouverts d'autres types de cultures. Je ne sais pas. Il y a peut-être une variété de facteurs pour comment on dit, la base des échanges culturels et des échanges musicaux entre les îles dans notre région et peut-être même les échanges nord-sud. On ne sait jamais. Mais ce que je vous dirais est que ce problème qui est souligné par M. Nabojot montre la nécessité de faire plus d'études empiriques, scientifiques sur les sujets, et je vais aussi dire une étude empirique et scientifique qui implique les universitaires et les chercheurs des anti-francophones, des pays anglophones de la Caraïbe et même les pays du Nord, parce que eux aussi, ils sont justement impliqués dans cette configuration des échanges économiques. Donc, ça, c'est justement ma proposition en termes de l'intervention de M. Nabojot. Et puis, par M. Compère, j'espère que j'ai Oui, là, c'est très bien, justement, la question posée par M. Compère, c'était en termes de quelle espèce ou quel rôle pour le sphère privée et publique dans justement le développement des échanges économiques de la musique live caribéenne? C'est une bonne question. Et je suis heureuse, ou je suis contente de voir que, comme moi, il est d'accord que la Corée du Sud
peut être utilisé en tant que, justement, un exemple pour avoir un peu près l'idée de comment ils ont fusionné le rôle comment ils ont configuré le rôle du privé et le public pour le développement, pour la commercialisation des échanges économiques, pour le développement de la musique live, la commercialisation de la musique live, de K-pop. Alors, et puis, il a aussi il a mis la lumière, pardon, sur le Cuba. C'est justement une bonne, comment on dit, une bonne cas d'étude pour voir qu'est-ce que la Cuba a fait pour justement le succès de la commercialisation de sa musique aussi, parce que voilà, dans notre région, nous avons justement un exemple. Donc, à mon avis, pour vraiment voir le rôle du public et privé, il faut justement regarder ce type de cas d'étude en termes de ce qu'ils ont fait, en termes de l'aspect culture, technologie, géopolitique, parce que tous ces points sont discutés dans mon livre pour ouvrir justement l'esprit de mener une étude comparative dans ce domaine de comparaison, en fait. Donc, oui, à mon avis, il faut, pour avoir justement les réponses à ce type de questions, il faut justement faire, il faut collaborer ensemble. Il faut aussi regarder the best practices des autres pays qui ont réussi à le faire. Donc, voilà, c'est un peu ça. Merci donc, Lisa. Alors, il y a une question qui me vient à l'idée et que je vais poser tout de suite à Eddie Compère. Je regarde l'expérience de Kassav. Eddie était manager à l'époque. Et je parlerai là, histoire de géomusique ou géoculture. On a le sentiment que, par exemple, ça a été beaucoup plus facile sur l'Afrique que sur la Caraïbe. C'est-à-dire la pénétration de Kassav, la réception même de Kassav a été beaucoup plus facile, alors que la musique elle-même est une synthèse des musiques caribéennes. Tout à fait. Alors, la question, Julien, est essentielle. Et ça me permet d'aller sur un sujet, et que Eric aussi pourrait abonder, sur ce qu'on appelle le centre d'intérêt et le marché d'intérêt et le marché même que nos musiques sont en train de conquérir. Est-ce que dans la coopération caribéenne, nos musiques qui sont en concurrence avec nos frères de la Caraïbe, le calypso, le merengue, la salsa, soca, le compas, et qui font partie de nous-mêmes. Je prends l'exemple, Eric a démarré la musique bien avant moi, puisqu'il est plus jeune que moi, mais à l'époque où on a démarré la musique, on jouerait dans une soirée, dans un bal, il y avait aussi bien boléro, merengue, biguine, il y avait calypso, il y avait tout ça. Donc, ça fait partie de notre ADN. Et pourtant, ta question est essentielle, nous arrivons à conquérir des marchés qui sont beaucoup plus lointains que juste à côté de nous. Et alors, l'exemple de Kassav est essentiel. Pourquoi Kassav a eu cette pénétration sur l'Afrique avec cette puissance? Kassav est arrivé, et c'est là où la géopolitique et la politique même dans son essence prend forme. La personne Kassav en Afrique, c'est l'identification d'un peuple qui s'identifie à une musique qui lui ressemble. Je pourrais ramener cela aussi à nous.
la Caraïbe. Pourtant, et là encore, je m'appuie sur Eric, parce que je le redis encore, il est encore plus jeune que moi, rien ne nous empêchait de chanter Mike Brandt, de chanter Tino Rossi. Pourtant, on avait cette identification de musique européenne par la mélodie, et pas forcément par la représentation. Et un moment, on l'a fait. Mais vite, très vite, nous avons passé à l'identification à travers le groupe, à travers le zouk, à travers plein de choses. Donc, vous voyez, c'est l'identification et l'image que renvoie une musique live ou une culture à un peuple. Pourquoi Kassav, par exemple, en Angola, a eu le premier concert de Kassav en Angola, c'était plus de 65 000 personnes. Alors que Kassav avait déjà conquéri la métropole sans que la métropole sache que Kassav avait déjà conquéri. Parce qu'à cette même époque, Kassav avait fait 5 concerts au Zénith sans les médias internationaux, sans les médias nationaux. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, Kassav, cette puissance en Afrique, c'est que quand ils sont arrivés en Afrique et que l'Africain, aussi bien l'Angolais que l'Ivoirien ou le Sénégalais, a entendu une musique de ce niveau-là, jouée par des Antillais, c'est-à-dire par leurs petits frères, leurs cousins, ils se sont dit, ben voilà quelque chose qui nous ressemble. Et l'identification se fait à travers un peuple, à travers une musique, à ce qui lui ressemble. Et quand j'ai parlé de la Kizomba, le père fondateur de la Kizomba, qui est Eduardo Paine, il m'a dit, Eddie, ma première fois que j'ai vu Kassav, je me suis fait battre par un policier parce que j'ai resquillé pour entrer dans le concert. Je n'avais pas les moyens de payer le concert et j'ai pris un véritable coup de bâton. Mais deuxième chose, c'est que quand j'ai vu ces Antillais qui me ressemblaient à mes frères, à mes pères, devant cette majesté musicale, je me suis dit, il faut que j'essaie de faire comme eux. Et comme je ne savais pas jouer le zouk comme eux, donc j'ai créé un truc qui a donné la kizomba. Donc c'est ça l'identification. Et ça nous pose la question maintenant des marchés. Quelle est la place des marchés aux Antilles, dans la Caraïbe, que nous avons? Quelle est l'interaction de ces marchés? Comment nous ferons pour arriver sur des marchés? Parce que le marché guadeloupéen existait pour nos frères de la Caraïbe anglophone. Exemple concret, l'ensemble des artistes de la Dominique venaient en Guadeloupe, Liquid Ice, Midnight Grover, Jeff Joseph, Même Gordon. Gordon Anderson. Pourquoi? Parce qu'il y avait un marché guadeloupéen pour eux. Donc, et ça entraînait forcément cette poussée vers le marché qui créait cette coopération de fait. Donc, la question se pose. Donc, pour répondre à ta question précisément, la force se fait dans un pays parce qu'il y a une identification, une appropriation identitaire de cette musique qui ressemble à une population. Alors, Eric, précisément, il pose le problème de point de vue géopolitique, hein, en disant concrètement, à un moment donné, compte tenu des contextes et notamment, il parle de l'idée très simple en disant, bon, mais voilà, au départ, nos musiques caribéennes, en fait, n'étaient pas très différenciées, même dans les orchestres, même dans les bals, même dans les radios, etc. C'est-à-dire que quand on écoutait, on ouvrait sa radio, on tombait sur Mike Sparrow, on tombait sur Rick Belafonte, on tombait sur Nemo Jean-Baptiste, et à la limite, ça nous semblait tout à fait naturel. Est-ce que cette nature, tu crois qu'il l'a senti? Est-ce que tu la sens encore aujourd'hui? Il y a pas mal d'éléments qui ont bougé. Je rappellerai par exemple que le premier groupe de Guadeloupe qui a rempli des salles dans la Caraïbe, c'est les Aiglons. Hein? Oui. Les Aiglons. Les Aiglons. Ah ouais, les Aiglons vendaient vraiment beaucoup d'albums, à tel point que quand vous allez à Curaçao aujourd'hui, il y a encore des traces des Aiglons et les gens enregistrent la musique des Aiglons qui se joue vraiment partout. Hein. Ça, c'est un élément fondamental pour comprendre la circulation qu'il y avait. Sauf qu'à un moment donné. C'est pas si vieux que ça quand même. Mais oui, mais c'est après ça. Ah oui, Mais oui.
Tout à fait. Et à l'époque, Tout à fait. Alors, on écoutait ça. Moi, je me souviens bien que quand, par exemple, j'allais suivre le Tour de la Guadeloupe, excusez-moi, mes bicyclettes aussi, j'allais suivre le Tour de la Guadeloupe, c'est moins dormi des rois et des là qu'on tout ça, écoutait. Mais oui, puis c'est des tubes, ces trucs-là, qu'on reconnaît jusqu'à maintenant. Et je suis très surpris de voir des gens qui font circuler sur YouTube des espèces de vidéos où des orchestres jouent ça en nous disant voilà la nouveauté. C'est des imbéciles, c'est pas nouveau ça. C'est vieux. Et là, on tombe sur le rôle un peu néfaste des TIC aujourd'hui. On reste chez soi, on prend quelque chose, On balance. on balance, on n'a pas le regard critique, on présente ça comme une nouveauté, alors que bon, c'est vieux comme le monde, et on ne s'interroge pas sur le fait que si c'est aussi vieux, pourquoi il y a des choses qui ne se continuent pas? On reste au premier stade. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, et c'est là où je distingue bien la stratégie des artistes, du rôle des majors. Aujourd'hui, vous entrez dans un système où, quelle que soit la qualité que vous avez, si vous êtes dans une major, c'est elle qui va vous indiquer comment faire et quoi faire. Je reviens sur Kassav. Quand on regarde la percée de Kassav aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou un peu dans la Caraïbe, on oublie une chose. C'est qu'à l'origine, vous avez eu toute une série d'artistes qui se sont rencontrés à Paris. Il faut qu'on regarde un peu comment le groupe s'est constitué. Un projet, on cherche des gens pour le réaliser, on tombe dans la région parisienne, puisque c'est là qu'il y a les studios précis que l'on veut utiliser, et on recherche des musiciens qui sont déjà là, et on tombe sur des Africains, et on tombe sur des Antillais, les Batiks Saint-Éloi et compagnie. Voilà. Et quand vous examinez cette période-là, vous allez voir chez Edison, Eddie Gustave. Eddie Gustave a fait du blé parce qu'il avait monté une société de production dans laquelle il faisait travailler des musiciens antillais et des musiciens africains. Donc, il y a des choses qui se sont passées là. Quand vous entrez maintenant dans la technique musicale, Jacob apporte quelque chose. Il apporte sur sa guitare une autre manière d'aborder l'accompagnement. Il ne wash pas la guitare, il ne plaque pas des accords, il joue des cocottes, comme on appelle ça, dans le milieu. Mais ça, vous allez entendre ça en Afrique. Vous allez entendre un type qui joue avec une guitare, avec ce qu'on appelle un mi composé. C'est-à-dire qu'il met son mi au milieu de la guitare. Donc, quand vous regardez la main, vous dites comment il fait pour jouer ça. Mais oui, mais le mi est déplacé. Donc, il y a ces éléments techniques qu'il faut prendre en compte pour comprendre comment ça va attirer des choses. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'histoire personnelle des gens qui sont dans le groupe, mais ces questions-là, on ne les aborde pas. Il y a un chemin à trouver là pour comprendre l'attirance. Mais il faut comprendre aussi que les majors, d'une certaine manière, ont brisé un élan. Si je reprends la période où Kassav émerge, il y avait des tas de choses qui se jouaient, même dans ce camp-là, avec les Soukoué et compagnie, toute une série de disques qui sortaient et qui ouvraient des perspectives extrêmement variées.
quand vous entrez dans une major, elle commence par vous dire, attention, hein, moi, j'ai un produit. Donc, cette histoire de gens qui multiplient les albums, non. Et vous avez des gens comme ça qui ont disparu, comme Jocelyn Delaney et autres. On peut en citer beaucoup. Donc, il faut revoir toute cette période-là pour comprendre qu'à un moment donné, la question qui va se poser, c'est la question de la création d'une véritable industrie. Et c'est cette industrie-là qui peut, évidemment, régler les problèmes de coopération. Mais cette industrie-là ne peut se développer aussi que dans un monde qui est concurrentiel, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer des adversaires. Voilà quelques remarques que je voulais faire à ce stade-là. Alors, je reviens vers Lisa. Lisa, on a entendu là un certain nombre d'expériences très concrètes, mais aussi de réflexions sur la façon de construire aujourd'hui un véritable produit qui serait un produit caribéen et d'abord approprié par les Caribéens, mais aussi avec une capacité à conquérir le monde. Comment tu intègres ça dans ta réflexion générale? Oui, c'est une bonne réflexion et j'ai bien, comment on dit, discuté ce thème dans mon livre International Trade and the Music Industry. Alors, en termes de comment créer un produit qui caribéen, qui peut séduire nos marchés et ainsi que les marchés internationaux, c'est une bonne question. Dans mon livre, par exemple, j'ai utilisé en tant que référence la Corée du Nord. C'est-à-dire que eux, ils avaient des difficultés en perçant les marchés du Japon. Et en fait, pour plusieurs, ça peut être bizarre parce que le Japon, c'est un pays intra-régional dans la même région et on assume qu'ils ont à peu près des cultures similaires. Donc, ça doit normalement fomenter justement ces échanges en musique. Mais la réalité c'était pas comme ça. La réalité n'était pas comme ça. Et donc, du coup, la Corée du Sud a dû élaborer un plan pour vaincre les marchés japonais. Et dans mon livre, j'explique toutes les raisons que même s'il y avait des cultures similaires entre les deux régions, que la musique live au début de la Corée du Sud n'était pas, comment on te dit, en mode au Japon. Donc, pour moi, je pense qu'il faut, si dans la Caraïbe, si on cherche de créer un produit qui peut séduire nos marchés et aussi les marchés à l'externe, il faut peut-être il faut faire des recherches encore scientifiques, empiriques, pour voir quelles sont justement les tendances de musique en termes de style, en termes de rythme, pour qu'on puisse justement créer un style qui peut séduire nos marchés et qui peut aussi rester authentique, mais en même temps être un produit novateur pour les marchés extérieurs. Aussi, il faut faire des recherches sur les thématiques, les thèmes qui sont justement la priorité des pays à l'étranger. Et j'ai cité ça dans mon livre. Par exemple, la Corée du Sud, quand il fait
commercialisation de leur musique. Ils le font en utilisant justement le regard diplomatique, en fait. Donc, si, par exemple, il y a le groupe K-pop qui s'appelle le BTS, et pendant la pandémie, quand il y avait justement la meute de George Floyd, eux, ils ont justement montré visiblement le soutien justement pour le mouvement Black Lives Matter. Et puis, ça montre que la Corée du Sud, même s'il est noir, il regarde justement les considérations ou les préoccupations des autres sociétés, les sociétés civiles, le peuple, pour pouvoir créer un produit qui peut séduire un marché. Donc, il y a cette vision diplomatique en termes de créer un produit de musique. Donc, c'est pas juste l'idée du son et du rythme, mais aussi les paroles. Quels sont justement les sujets ou les thèmes qui percutent une société, et pas juste les politiques, mais aussi les peuples même aussi. Donc, il y a cet aspect que j'ai bien détaillé dans mon livre. C'est une discussion pour justement susciter la possibilité de recherche sur cette matière. Le rapport entre la diplomatie, le rapport entre soft power pour le développement d'un produit de musique live avec lequel la Caribbean peut s'identifier, mais aussi les marchés à l'extérieur peuvent s'identifier également. En termes de la question de Monsieur Compère, il a posé justement une question sur la tendance de quand il a parlé justement du kizomba, il a dit que voilà, le kizomba est de notre famille parce que justement le rythme de kizomba était justement créé par, il était inspiré par le rythme du zouk. Donc, pourquoi le kizomba est justement est bien valorisé alors que le zouk, à part du kassav, n'est pas si valorisé comme le kizomba? C'est une bonne question. Et peut-être il y a justement un aspect de socialisation de notre région. Pourquoi nous laisser l'appropriation de notre musique? Il faut qu'on revendique que les origines de plusieurs genres de musique viennent de nous. Donc, et voilà. Donc, en gros, tous ces arguments sont bien explorés dans mon livre. Et là, je mets la lumière des besoins de vraiment faire des recherches empiriques pour explorer les comment et pourquoi ces problèmes ou ces questions suscitées par M. Compère et M. Nabajot existent. Merci donc, Lisa. Alors, il y a une question qui me brûle les lèvres et que je poserai à vous trois, hein. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le sentiment d'évoluer vers une forme de standardisation, d'uniformisation et qui, par conséquent, laisserait très peu de place aux identités guadeloupéennes, caribéennes ou autres?
aujourd'hui, les morceaux à succès, les tubes, bon, sont formatés. Et est-ce que, quelque part, ça ne limite pas la créativité et l'émergence d'une vraie industrie qui serait régionale? Hésite. OK. OK. Tu veux y répondre? Vas-y, vas-y, vas-y. Monsieur Merriam, est-ce que vous pouvez répéter la question parce que il y avait des coupures en quelque Il y a eu des part. coupures. OK, d'accord. Alors, Yeah. je disais, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une tendance à la standardisation, à l'uniformisation des tubes, des modèles qui sont formatés et qui, par conséquent, laisseraient très peu de place à la créativité régionale dans la mesure où on est dans un contexte monde, c'est la mondialisation. Hein. On a aussi bien la mondialisation économique, mais on a aussi la mondialisation culturelle, musicale. Et est-ce que tout cela ne va pas quelque part à l'encontre de ce que l'on a voulu faire émerger, c'est-à-dire une industrie créative locale? C'est une bonne question. Il faut trouver un équilibre pour moi parce que la standardisation a sa place, mais ainsi que la créativité également. Donc, il faut trouver un équilibre. Par exemple, toujours la référence de la Corée du Sud, mais ce qu'ils ont fait sont vraiment, c'est étonnant et il faut vraiment y réfléchir parce que il y a des aspects, ils ont utilisé la standardisation de leurs artistes parce qu'il y a justement une espèce des entreprises qui s'occupent de la production, qui s'occupent justement du style, la mode et aussi les paroles de la musique. Mais donc, et tous ces artistes standardisés sont arrivés de vaincre ou de percer les marchés internationaux en Europe et aux États-Unis. Mais même avec cette standardisation, il y a aussi des aspects novateurs du modèle de la Corée du Sud parce qu'ils ont utilisé également, ils ont créé un style de musique qui est bilingue, donc même multilingue, selon le besoin des marchés. Donc, par exemple, la Corée du Sud, s'ils veulent justement percer les marchés de l'Amérique du Nord, ils vont justement utiliser une paroliste, je ne sais pas quel est le mot en français, mais une personne qui écrit les paroles de musique. La Corée du Sud va faire venir une musicien qui écrit les paroles de musique de l'Amérique du Nord pour justement écrire la musique pour la Corée du Sud. Ils vont aussi également, par exemple, s'ils veulent percer le marché interrégional japonais, ils vont chercher justement des musiciens du Japon. En fait, ils vont utiliser pas des musiciens Japon, mais ils vont écrire des paroles de musique en japonais. Donc, il y a justement le fait que, voilà, on accepte, oui, la musique du même est standardisée, mais ça arrive avec l'évolution parce que la musique des années dans la 18e ou 7e siècle avait un son. Il y avait un certain style, la musique classique, c'était comme ça. Et donc, du coup, il y a justement la standard de la musique d'auparavant existe également aujourd'hui. Mais en même temps, il faut trouver un moyen de justement faire d'une sorte que la musique soit novateur. Et c'est pour ça que je dis, il faut trouver un balance de standardisation pour assurer la qualité de la musique,
pour assurer que la musique est attirante pour les marchés internationaux ainsi que les marchés locaux, mais aussi il faut également l'aspect de créativité. Donc, les deux, pour moi, ils ont leur place. D'accord, merci beaucoup. Alors, Eddie, par rapport à cette question de la standardisation et de l'uniformisation. Alors, moi, je placerai cette question à deux niveaux. À mon sens, hein, il faut qu'il y ait une standardisation dans les moyens et dans les outils. Aujourd'hui, pour être sur le marché international, on n'a pas le choix d'être en qualité sonore de haut niveau, d'être en qualité vidéo en 4.0. Donc, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix aussi dans les outils de marketing et de communication d'utiliser la standardisation. Mais la standardisation ne pourra jamais être dans la création. Et chaque auteur, chaque compositeur, chaque arrangeur doit avoir justement son identité, sa signature. Et c'est là où je te rejoins. Si on a une standardisation dans la composition, dans la création, c'est-à-dire que je fais un son qui ressemble à Patrick Saint-Éloi, mais je ne sais pas si c'est Patrick Saint-Éloi, si c'est quelqu'un d'autre, je fais un son qui ressemble à Tania Saint-Val, mais en même temps, ça pas le copie de Tania Saint-Val, là, on est d'accord, on n'est pas bon. Par contre, si on va sur des marchés au niveau international, ce type de marché demande des codes, à respecter des codes pour pouvoir accéder justement à toucher la population. Et c'est vrai que on prend l'exemple de la Corée du Sud, qui est un exemple vraiment exemplaire, mais n'oublions pas aussi le Canada. Le Canada fait pareil avec le cirque. Aujourd'hui, quand on parle de cirque dans le monde, le Canada devient une référence. Mais c'est quoi? Aussi bien pour la Corée du Sud que pour le Canada, prenons aussi l'exemple du Nigeria. Actuellement, la musique nigériane est en train de conquérir le monde. En train de conquérir le monde. Sur quoi? Sur des codes de standardisation en matière marketing et en matière technique, mais avec une spécificité propre dans la création. Et je crois que, et nous, Kassa, nous, en Guadeloupe, on a eu ça avec le zouk. Quand Kassa va décider de prendre des cuivres européens pour jouer sur leur titre, c'est parce qu'ils savaient pertinemment la qualité sonore de ces cuivres européens, Bélocine, tous ces gens-là, correspondait à ce que demandait cette standardisation de marché, correspondait à ce que demandaient, comme disait Eric, les multinationales. Mais la Corée du Sud, ils ont été plus loin. Je donne à Lisa juste un exemple. J'ai eu à collaborer avec la Corée du Sud à travers une pièce de théâtre mise en scène par Gilbert Lemort. Nous avons travaillé avec des comédiens coréens en Corée du Sud pendant 3 mois. Donc, il y avait sur scène des Guadeloupéens et des Coréens. Mais le support de production de cette pièce, c'était qui? C'était l'université K-Arts de la Corée du Sud, qui est l'université de l'élite en matière de création, de composition, d'édition, de moyens techniques. C'est une université qui produit en Corée tout ce qui est l'appareil environnemental du spectacle vivant, metteur en scène, technicien lumière, ingénieur du son, compositeur, voilà. Donc, c'est une université spécialisée dans cela. Et pour vous donner un exemple, la scène de mise en œuvre des cours, c'est exactement ce qu'on avait en 10 fois mieux au Centre des Arts à l'époque. Donc, on peut comprendre. Maintenant, le gouvernement coréen a mis en place toute une série d'outils, d'éléments. Aujourd'hui, la Corée du Sud, ils ont leur propre salon au niveau du spectacle vivant. C'est-à-dire, vous voulez avoir un artiste coréen, vous venez chez eux dans le salon qu'ils font comme le MIDEM chez nous en Europe. Donc, vous voyez, ils ont créé des outils de standardisation, mais tout en ayant une spécificité dans la création. Et je crois que c'est ça qui va nous sauver. Et je pense que là, la Caraïbe, nous avons
une carte à jouer. Parce que même si nous sommes dans la standardisation en matière de composition pour certains artistes, mais chaque île de la Caraïbe, ils ont une identité, ils ont une signature musicale qui ferait qu'on pourrait être différencié du marché international et être sur ce marché international. Alors, Éric, Oui, je suis Éric, sur d'accord. cette question de la standardisation. Bon, je suis d'accord avec ça. N'oublions jamais qu'il faut arriver à identifier un produit et à le développer. Et que ça peut entraîner une standardisation, non serait-ce que pour pouvoir dire, ça correspond à tel code ou tel autre code. Je regrette quand j'entends un tango, je sais que c'est un tango. On n'a même pas besoin de me le dire. Eh bien, on est dans le même cas de figure. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que cette standardisation, je dirais, technique, conduise à sélectionner des instruments et annihiler la créativité d'autres. C'est ça la difficulté majeure, surtout quand on parle d'industrie. Le produit musical live de la Caraïbe est extrêmement large. Il y a peut-être quelques points communs dans l'affaire par rapport au rythmique et la manière de placer le tibois qui est fondamental. On ne joue pas de la même manière au Brésil que à Cuba et qu'aux Antilles. Bon, la musique cubaine a ceci de particulier, c'est que quand des musiciens jouent ce qui nous apparaît comme très compliqué, c'est très simple en réalité, parce que ils comptent, les musiciens jouent ensemble, mais ils comptent différemment. Un compte en 4 temps, l'autre compte en 2 temps. Et puis voilà, et vous jouez, et vous entendez quelque chose qui est très complexe, comme si quand vous l'avez décomposé, vous savez comment ça se passe. Cette créativité-là, il faut la conserver. Et il ne faut pas qu'au nom de l'industrie de la musique, de l'industrie culturelle, on ait un point de vue qui vienne imposer un sujet et négliger la créativité des autres. Alain Jean-Marie vient de sortir quelque chose là avec Gino Simpson et René Geoffroy. Qui pouvait imaginer qu'Alain aurait fait ça? Sauf que si vous aviez écouté Piano Begin qu'il a fait dans les années 60 en Guadeloupe, et que vous écoutez des années après Begin Réflexion, vous voyez qu'il est dans le même discours, sauf qu'il a évolué. Mais sur ça aussi, il faut qu'il y ait un discours esthétique. Il faut qu'il y ait des critiques artistiques pour qu'on puisse poser ces questions-là et pas se contenter d'aller dans un spectacle et regarder un certain nombre de choses. Donc, c'est une vraie difficulté là. Construire l'instrument qui nous permet d'émerger et de coopérer, sauvegarder la créativité des uns et des autres. Donc, on va buter sur une autre difficulté. Mais tout ça, ces difficultés ne sont pas insurmontables, mais il faut les connaître parce qu'elles sont logiques. La difficulté entre le politique qui décide un certain nombre de choses et il est dans son rôle de décider. Et l'artiste qui est dans une autre logique, qui est dans une logique de création. La difficulté des rapports entre le secteur public et le secteur privé. Comment combiner les deux? Moi, je ne vais pas reprocher à un privé de penser à ses recettes, parce que c'est quand même sur ça qu'il vit. Donc, je dois entendre ça. Mais en même temps, j'entends aussi que le public, il a peut-être un rôle à jouer en la matière, mais ce n'est pas parce qu'il joue un rôle qu'il viendra me dire, moi, artiste, qui peut décider. Donc, on est dans des domaines qui sont extrêmement riches, extrêmement intéressants. Et c'est vrai qu'avec un travail empirique
et un travail théorique. Nous avons besoin de travailler sur ça aujourd'hui. Bien. Alors, nous allons, si vous voulez, prendre quelques questions, puisque l'heure avance. Hein. D'abord, est-ce qu'il y a dans la salle des questions des personnes qui souhaiteraient poser des questions, soit à Lisa Gordon, soit à Eddie Compère, soit à Eric Nabajot. Hein? Mais il faudrait, j'aimerais venir ici pour pouvoir passer. Je vais répéter. Je vais répéter, d'accord. Comment Mme Gordon voit la question de marketing justement, précisément dans les échanges internationaux, puisque la musique est universelle, donc il faut assumer l'universalité. Et maintenant, comment on peut faire au niveau marketing pour réduire. Alors, Lisa, cette question, je ne sais pas si tu as entendu, mais enfin, je vais la répéter. Elle était destinée, c'est en matière de marketing. Alors, comment appréhender la question du marketing dans les échanges internationaux compte tenu des particularités même du produit que nous avons à traiter? OK. Comment, pouvez-vous répéter comment? Appréhender la question du marketing, le marketing. Oui, oui. Question de marketing, parce que pour plus de clarité en termes de la question de marketing, comment? Parce que je n'ai pas entendu. Comment aborder, comment appréhender la question du marketing des relations internationales, dans les relations Aborder la question, oui, de marketing international. Mais pour aborder la question de marketing de la musique caribéenne à l'international, il faut le faire en utilisant plusieurs voies et en utilisant justement en tant que référence les marchés qui ont eu du succès à la commercialisation de leur musique. Je parle souvent de la Corée du Sud parce que ils ont vraiment arrivé de percer des marchés internationaux, même avec le problème de langue. Et comment ils ont fait? Ils ont fait parce qu'ils ont utilisé plusieurs, ils ont reconnu pour réussir dans l'industrie de musique, il ne faut pas être, comment on dit, le même. Il faut utiliser une approche différente. Et l'approche différente est ils ont abordé le thème, ils ont abordé la stratégie de la diplomatie, de soft power, pour séduire pas que les politiques, mais justement la population civile. Ils ont utilisé justement, ils ont vu l'importance de surmonter les différences de langue en utilisant justement les services des musiciens à l'étranger pour que ces artistes peuvent communiquer dans la langue des marchés ciblés. Ils ont utilisé aussi, ils ont vu aussi l'importance de la technologie pour la commercialisation de la musique. Et ils ont aussi, j'ai expliqué plusieurs stratégies que la Corée du Sud a utilisées pour arriver où ils sont aujourd'hui. Et donc, du coup, il faut comprendre que pour arriver au succès du marketing dans la commercialisation de la musique de la Caraïbe, il faut
être patiente. La patience est importante parce que moi, c'est une anecdote, mais moi, j'observe, je remarque la tendance caribéenne d'avoir des résultats, mais des résultats instants, rapides. Mais ça prend du temps. Toutes les choses qui sont bonnes prennent du temps. Et donc, du coup, en utilisant une stratégie qui comprenne plusieurs aspects, par exemple, la diplomatie, la technologie, l'aspect culturel. En utilisant une stratégie en tant que telle, et puis en exerçant la patience, je pense on peut y arriver, mais il faut être sérieuse, il ne faut pas justement essayer quelque chose et après, 1 an, 2 ans, on laisse, on abandonne. Il faut tenir le coup, en fait. Par exemple, la Corée du Sud, quand ils ont commencé de commercialiser leur musique, c'était pendant les années 90. Et maintenant, ils profitent des fruits de le travail. Donc, il faut justement avoir cet esprit de patience pour pouvoir avoir du succès dans le marketing de la musique de notre région. En termes de marketing aussi, je pense, comme M. Compé a dit, il faut justement maximiser, je ne veux pas dire maximiser, mais il faut vraiment utiliser nos différences. C'est-à-dire que nous, dans la Caraïbe, nous sommes en région composée des différentes, une région, des pays qui ont des différentes histoires et grâce à ça, on a des différences en termes de la langue, en termes de la culture. Et nous sommes une petite région, il faut en profiter, il faut s'en profiter pour la commercialisation de notre musique. Quand on le fait, il ne faut pas le faire, il y a un mot en anglais, en silos. Il ne faut pas le faire séparément. Il faut le faire d'une façon solidaire parce qu'on a plein de richesses dans notre région et on n'utilise pas comme il faut. Donc, en gros, ma vision justement pour le marketing de la musique live en provenance de la Caraïbe est de le faire, mais il faut le faire en tant que, voilà, en bloc, pas juste en tant que, voilà, des pays ou des territoires séparés. Mais bon, ça, c'est une autre question parce qu'avec ça, il y a justement la question de l'intégration régionale et aussi la question de la manque de solidarité dans l'espace caribéen. Mais en fait, tous ces arguments, toutes ces discussions sont élucidés dans mon livre. Et comme ça, je pense qu'on aura les éléments pour faire un bon plan de recherche, de marketing pour notre musique, pour la commercialisation de notre musique. OK, Lisa, bon, encore une autre question oui. Oui, bonjour, c'est Ronald. Alors, j'ai des questions plus précises concernant vos recherches, notamment, par exemple, concernant les fonds Interreg. Est-ce que vous avez, oui. au niveau de la Caraïbe, est-ce que vous avez remarqué une utilisation des fonds interrégionaux pour favoriser ces échanges dont vous parlez? OK, ça c'est la première question. Première question.
Attends 2 secondes. La deuxième. La deuxième question concerne le patrimoine musical caribéen. Alors, on remarque au niveau international que justement, le patrimoine musical est racheté à coups de millions par des majors, à travers la musique américaine notamment. Comment ça se passe au niveau de la Caraïbe pour ce patrimoine musical, par exemple des années 60, 70, 80, etc., au niveau justement du rachat des droits? Est-ce que la Caraïbe est propriétaire de sa musique? D'accord. Ronald Lubet. Ronald Lubet. OK, merci beaucoup. Donc, Lisa, tu as bien entendu les questions. Et la première concerne… Oui, j'ai bien entendu la question. Pour la deuxième, je peux répondre vite. Je ne suis pas sûre si la Caraïbe, c'est-à-dire la Caraïbe anglophone, sont justement la patrimoine, ils ont justement les droits d'auteur de la musique. Peut-être pour quelques titres, mais pour certains, je ne suis pas sûre. Donc, ça demande plus de recherche sur en termes de le droit d'auteur de la patrimoine musicale des Caraïbes. En termes du fonds Interreg pour le développement de la musique live, pour la musique live de Interreg. Alors, ce que je peux dire est que lors de ma rédaction de thèse et plus tard le livre, je n'ai pas vu justement des fonds consacrés pour le développement de la musique live de la Caraïbe en termes intra-régionaux et extra-régionaux. Je ne suis pas sûre si maintenant les fonds sont justement dispersés pour ce développement. Mais lors de ma rédaction, je n'ai pas vu justement les fonds consacrés pour le développement de la musique live. Ce que je me souviens est que peut-être dans l'année 2012 ou 2011, il y avait un projet financé par l'Interreg pour un tourisme de multidestination. Mais en termes du succès du projet, lors de la rédaction de ma thèse et puis plus tard le livre, on voit aujourd'hui qu'il y a des problèmes, au moins en termes de l'accès par vol entre les Antilles françaises et Trinidad et Tobago, par exemple. Il y a justement le problème de l'accès de vol direct entre les deux pays. En ce moment, depuis justement ma défense de mon doctorat et puis la publication du livre, depuis les deux, je vois qu'aujourd'hui, il y a des vols entre le Pays-Bas et Trinidad et Tobago, des vols directs. Et maintenant, ils auront bientôt des vols directs entre Tobago et l'Allemagne. Mais en termes de le développement de la musique live, ce que je peux dire est, lors de ma rédaction de thèse et plus tard le livre, je n'ai pas vu justement des activités financées par Interreg par rapport à cela. Donc, il faut maintenant, pour mes recherches postdoctorales, je peux justement regarder s'il y a justement des activités consacrées pour le développement des échanges économiques de la musique live caribéenne.
D'accord, merci. Est-ce qu'il y a parmi les personnes qui sont sur Zoom des questions qui pourraient être posées soit à Lisa, soit à Eddie Compère, soit à Éric Nabajot? Vous levez la main s'il y en a. S'il n'y en a pas, vous ne levez pas la main, évidemment. Pas de questions. Vous Donc, m'entendez? Edina, Vous m'entendez? Ah oui, Vous oui. m'entendez? Ah, oui. Enfin, c'est pas une question, en tout cas. Je voulais simplement déjà féliciter l'initiative. Elle est très intéressante. Ça permet d'apprendre pas mal de choses et je confirme effectivement les propos de M. Compère, puisque moi, je suis un acteur aussi de ce secteur. Et, en tout cas, sur la partie marketing, il est clair qu'on a eu, pas dans la Caraïbe, mais en tout cas sur le marché ici de Paris, le Zouk nous a permis effectivement de nous démontrer qu'il fallait effectivement répondre à des normes marketing pour pouvoir s'implanter sur un marché. Et donc, je rejoins aussi ce que Madame dit. Il a fallu malheureusement chanter et perdre un peu de sa nature créole pour pouvoir intégrer ce marché français. Et aussi, effectivement, sortir des vrais budgets pour pouvoir répondre à cet aspect marketing, donc avoir des vrais moyens pour pouvoir sublimer, que ce soit la partie visuelle et que ce soit les spectacles qui étaient amenés sur ces projets-là. Donc, moi, je pense qu'on a un problème par rapport à notre marché caribéen parce que la politique française, enfin, selon moi, est organisée de manière à ce que nous ne puissions pas, nous, en tout cas, communiquer entre nous. Et ça, comme Madame vient de l'expliquer, il n'y a déjà pas forcément de vols directement qui sont établis entre les îles. Donc, du coup, ça pénalise déjà les choses. Et surtout, ici, il y a le Bureau des exports qui, à mon sens, est l'une des organisations qui permettent avec l'Alliance française, de faire en sorte qu'il y ait des rencontres justement entre des régions, des pays et tout. Et c'est peut-être là qu'il faudrait qu'on s'interroge de savoir comment il faudrait mettre en place des institutions pour pouvoir permettre déjà qu'il y ait un accompagnement et des rencontres entre justement les territoires. Et ça pourrait peut-être aussi être un des points pour pouvoir démarrer une économie et s'intéresser aux autres. Et donc voilà, je pense que c'est peut-être là. Mais c'est voilà. Mais je suis super content de l'initiative, elle est magnifique et c'est très bien. Bravo à vous. Merci. 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 Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Une dernière, oui. Nous allons prendre une dernière intervention, oui. Monsieur Baltus, oui. Alors, je disais, Monsieur, ok. Baltus. 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 Alors, je disais que, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas s'intégrer petit à petit dans la musique? Est-ce que l'intelligence logicielle? Alors, deuxième question, est-ce que la musique traditionnelle ne va pas si perdre son éclat, perdre sa superbe petit à petit, si une bonne relève n'est pas assurée? Bon, par exemple, pour Mike Sparrow, est-ce qu'il y a une relève qui a suivi la trace de Mike Sparrow pour immortaliser en quelque sorte le calypso? Voilà, merci. Alors, Lisa, oui. OK. L'intelligence artificielle et la relève par rapport aux musiques traditionnelles. La musique traditionnelle. Je veux dire au contraire. Même au niveau de Trinidad et Tobago, je vois il y a justement une renaissance pour la valorisation de la musique traditionnelle. Parce qu'il y a des jeunes artistes qui interprètent la musique des années 40 et des années 60, mais à le source. Donc, ils ajoutent justement ils utilisent la musique des années 60 à la base, mais ils ajoutent aussi leur façon de se faire. Donc, je vois que certains artistes caribéens commencent à comprendre la valeur de revendiquer notre identité
Et il commence à comprendre également que c'est notre identité qui fait notre différence au plan international. Et donc, du coup, maintenant, il y a certains artistes comme, je parle au niveau trinidadien parce que j'écoute la musique ici. Donc, je parle, par exemple, il y a des artistes comme Kez the Band et même Marshall Montano et Bunji Garlin qui voient justement la valeur d'utiliser la musique traditionnelle parce que ils font la différence au plan international. Mais aussi, il y a, même si ils sont certains artistes qui voient la valeur de créer ce type de musique, la réalité est que plusieurs artistes, surtout pendant la période de carnaval à Trinidad et Tobago, ils veulent créer la musique, mais pas vraiment novatrice, mais plutôt la musique pour faire danser, pour faire ambiancer, mais pas forcément la musique novatrice qui peut, qui peut aussi percer les marchés à l'extérieur. Donc, c'est toujours de trouver un équilibre pour créer la musique qui peut justement nourrir la famille, mais aussi créer la musique qui peut éventuellement percer les marchés internationaux. Donc, il y a toujours ce dilemme en termes de la création de musique et aussi l'utilisation de la musique traditionnelle. J'espère que j'ai répondu à la question. Il y a la deuxième question qu'il avait posée, enfin, c'était la première. Il n'y a pas un risque aujourd'hui avec l'intelligence artificielle de gommer un peu tout cela? OK, l'intelligence artificielle, ouais, c'est vraiment un problème qui demande plus de recherche parce que j'ai bien vu, il y avait un clip de l'artiste canadien et Drake. Non, les deux artistes canadiens, parce que c'était Drake et aussi The Weeknd. Il y avait justement une vidéo qui n'était pas une vidéo des artistes actuellement. Mais en fait, malheureusement, à cause de l'intelligence artificielle, il y avait justement une fausse vidéo qui se montrait chanter une chanson qu'ils n'ont jamais fait. Donc, ça, c'est vraiment un problème, pas juste pour nous dans la Caraïbe, mais pour le commerce international de la musique dans le monde. Comment justement traiter ou aborder ce sujet de l'intelligence artificielle, ça demande plus de recherche et je souligne des recherches scientifiques sur la matière. Oui, et voilà, c'est ça. Merci donc, merci Lisa. On arrive au terme de ce webinaire, hein, puisque pour passionnant qu'est le sujet, néanmoins, bon, il faut pouvoir arriver au bout. Alors, je vais demander d'abord à Eddie, est-ce qu'il est optimiste s'agissant de devenir de notre musique et de notre capacité à pouvoir l'exporter, la faire voyager, etc. Je suis très optimiste. Je suis très, très optimiste. D'ailleurs, aujourd'hui, les nouvelles technologies nous offrent justement une mondialisation de marché et une facilité d'accéder sur le marché. Et d'ailleurs, cette semaine, au Centre culturel Sonis, j'ai reçu Monsieur Frank Eschker, qui est le directeur d'un théâtre à New York, le théâtre Martin Segal, et le directeur du doctorat théâtre à New York, qui me disait, mais justement, moi, je viens aux Antilles venir chercher
ce dont nous n'avons plus sur nos marchés américains, l'authenticité et cette créativité naturelle que vous avez, nous l'avons perdue. Et je crois que c'est ça qui va nous donner ces espoirs, hein, que notre musique continue à conquérir. Mais je dis que la Caraïbe, nous sommes toujours en avance et au centre du monde en matière de créativité, hein. Donc, je n'ai pas d'inquiétude. Je n'ai pas d'inquiétude. Il y a une nouvelle génération qui arrive avec tous les cours. L'université fait une licence des arts. La SDTMD Carnot propose des formations. Je crois que nous sommes suffisamment armés et notre créativité est toujours aussi grande et aussi forte. Nous n'avons pas peur de l'avenir. Bien, Éric, toi qui balades dans le milieu musical depuis les années 60, aujourd'hui, avec ce regard, comment situer notre création aujourd'hui en perspective? Premièrement, je crois qu'il y a une création multiforme. Et ça, c'est important à noter. Il y a beaucoup de créations qui se font. Il y a beaucoup d'originalité. Deuxièmement, une des difficultés, c'est qu'il y a un discours politique standardisé qui va considérer comme création certaines choses et qui va ignorer d'autres. Troisièmement, il y a un décalage entre la mission de l'artiste, qui est de produire son art, et la mission de ceux qui doivent accompagner ce processus-là. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Un artiste, c'est quelqu'un qui voit des choses et qui les interprète à sa manière et en fonction de son vécu. Donc, il va peut-être utiliser tel ou tel aspect du pays que nous ne voyons pas. Et ça, il faut absolument conserver ça et ne pas perdre ça. Mais à côté, on a un véritable travail à faire pour que cela constitue un processus de création en mouvement. Et je conclurai en rappelant la conclusion d'un texte que j'avais écrit pour musicaliser à Bercy, La Caraïbe en mouvement et en construction. C'était ça, la fin de mon intervention. On y est, hein? Et même les gars qui sortent du moule, on s'aperçoit qu'ils font comme nous à l'époque. C'est-à-dire qu'ils sont sortis du moule, mais à un moment donné, ils reviennent utiliser des instruments. Parce que nous, on est des gens. On a démarré par le twist, hein? Mais on est passé très rapidement du twist à la musique de bal et compagnie. Personne n'allait. Aujourd'hui, c'est de la mode d'aller dans les campagnes, mais nous, nous étions là. On n'avait aucun problème à ce niveau-là. Eh bien, les gars, ils font ce chemin-là. Ils partent dans des directions, hein, mais à un moment donné, ils retournent avec leur créativité. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les oreilles ouvertes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je suis contre les discours un peu lénifiants. Et je mets en accusation précisément tous les pseudo-anthropologues et politistes qui veulent, enfin politiques, qui veulent étudier la musique uniquement à travers un rapport avec la société, mais de manière très, très réductive. On a un combat à mener contre ce type d'idée-là, que sans fleurs s'épanouissent. C'est mort, c'est tout. Mais ça. Bon. Et que sans école rivalise, Voilà. surtout, sans école rivalise. Lisa, le mot de la fin, après ces 2 heures d'échange que nous avons eues, et cette présentation, ces échanges avec Éric et avec Ezi, quel est ton mot? Mais ce que On ne t'entend pas. OK. Alors, bon. On ne t'entend pas, Lisa. Vraiment, OK. Attends. C'est bizarre. Ah, voilà, ça va maintenant. Voilà. Ça va maintenant? OK. Oui, ça va. Bon. Voilà. OK. Super. Alors, moi, je pensais que nos échanges étaient vraiment
élucidant. Et puis, j'espère que on continue dans ce chemin d'avoir justement des échanges et des discussions pour le développement de la commercialisation de notre musique, de notre région. Même s'il y a des barrières de langue, il faut vraiment franchir ces barrières pour avoir la discussion en groupe parce que la commercialisation de notre talent concerne nous tous, en fait. Ce que je veux dire est par rapport à l'aspect de la technologie. Je ne suis pas sûre si vous êtes au courant, mais je citais dans mon discours avant le fait qu'il y a un accord de partenariat économique entre les pays de l'Union européenne, inclus les Antilles françaises, et la Caraïbe. Et puis, ce qui est malheureux par rapport à cet accord est que la commercialisation des services en tant que le live music par la voie, par le mode transfrontière de l'OMC, parce qu'il y a 4 modes du commerce international. Par le mode transfrontière, ça veut dire la commercialisation de la musique par le biais de l'Internet, de la technologie, n'est pas inclus dans cet accord. Et ça, c'est vraiment malheureux parce qu'avec la dématérialisation de la musique, on a voyé justement pendant la pandémie, il y avait des mises en spectacle en live par le streaming et qui a été commercialisé. C'est vraiment dommage que dans cet accord, il y a les échanges par la voie de la technologie n'est pas permis. Donc, à mon avis, il faut que les Antilles françaises et la Caraïbe anglophone se discutent sur cette matière et après proposer auprès des pouvoirs qui a formalisé l'accord de partenariat économique, le besoin de revisiter ou le besoin de réviser cet aspect de cet accord. Parce que la réalité est que les besoins, les tendances et aussi l'émergence de la technologie a changé justement le contexte de la commercialisation de la musique qui est fortement axé sur la technologie. Donc, c'est ça que je voulais ressortir à ce moment. Merci donc, Lisa, merci pour cette présentation. Alors, on arrive au terme. Alors, je ne ferai pas de conclusion puisque, si vous voulez, on a ouvert une page. Moi, à mon avis, c'est l'idée qui ressort de cet échange. Nous avons ouvert une page, une partition sur laquelle on écrit les notes de cette collaboration, de ces échanges en perspective. Je retiendrai une chose cependant. D'abord, le sujet en lui-même a été passionnant. Nous avons abordé ici une dimension qui est culturelle, mais qui en même temps touche les relations internationales, touche aussi les questions d'identité, des questions fondamentales aujourd'hui en termes de perspective, et bien évidemment qui ne peuvent pas ne pas prendre en considération une dimension économique certaine. Donc, on est là au cœur de vraies problématiques qui ont été abordées. Et je profite de l'occasion pour remercier et l'expérience et le savoir de nos 2 grands témoins qui étaient Eddie Compère et Éric Nabajot, qui, je crois, ont donné du muscle au travail déjà énorme et colossal qu'a réalisé
Lisa Gordon, et elle nous donne envie de lire, bien évidemment, cet ouvrage, cette participation, cette contribution à cette recherche de nous-mêmes, finalement, cette recherche de nous-mêmes dans la Caraïbe, cette construction de nous-mêmes dans la Caraïbe. Merci donc, Lisa, merci à Eric, merci à Ezi. Monsieur Reynaud. Non, enfin, je ne ferai pas de deuxième conclusion. Je veux juste remercier Lisa pour son intervention de qualité. Je remercie également les intervenants, les participants. D'abord, nos deux invités pour la qualité des échanges avec Lisa. Et donc, je dis à Lisa, encore une fois, merci et j'espère qu'on aura l'occasion de la revoir à nouveau, soit dans un projet de coopération, pourquoi pas, parce que c'est ça l'objectif. D'après ce qu'elle nous a dit aujourd'hui, il faut intensifier la recherche, notamment la coopération sur ces questions. Donc, nous sommes preneurs de coopération, Lisa. Et donc, merci encore et à bientôt. Alors, avant de terminer, je veux signaler que cette manifestation a été enregistrée, qu'elle sera sur la chaîne YouTube du CAGI dès ce soir. N'hésitez pas par conséquent à diffuser le lien et à vous abonner à cette chaîne. Merci beaucoup et à bientôt. Donc, Lisa, une dernière fois, pour ton image, tu veux nous dire encore un mot pour terminer? OK, d'accord. All right. Merci à tous. Merci beaucoup et au revoir.